Bonjour, mon nom est Stevie Ray et bienvenue à cette présentation de Bâton Rouge Live en direct, comme vous le savez, et en édition studio sans contact. Une émission qui va encore dans toutes les directions cette semaine. Notre deuxième invité viendra nous présenter ses prix Orange et Citron, en plus de quelques mentions honorables dans une analyse de la scène sportive professionnelle de cette bizarre et désormais historique année 2020. Nous serons en discussion avec notre spécialiste de l'actualité sportive, Claude Gravel. Mais sans plus tarder, notre première invitée est une femme de carrière qui a réussi, entre autres grâce à une approche et un langage de base, soit le non-verbal. Elle l'enseigne, le comprend et partage ses connaissances. Elle est la fondatrice de l'Institut Vérum. Je vous présente une femme déterminée, affichant une énergie peu commune et à qui il est difficile de mentir, la sympathique Linda Valade. Bonjour Linda. Bonjour Stevie. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Bienvenue à l'émission. Je sens qu'on va avoir beaucoup de plaisir parce qu'il y a beaucoup de viande après l'os avec ce sujet-là. On va parler de toutes sortes de choses. Mais on va se débarrasser du négatif. On va parler un petit peu de la crise parce que ça a une certaine incidence sur plusieurs entreprises. Absolument. Quelle incidence est-ce que ça a sur la tienne présentement? Mais moi, il faut dire que je suis une entreprise de formation, donc oui. Je suis un institut de formation. Évidemment, nos activités ont complètement été chamboulées à partir du 13 mars. Donc, moi, j'enseignais en entreprise. Et je faisais des conférences, donc évidemment, les rassemblements de 25 personnes et plus étaient arrêtés rapidement. Alors, on a dû faire un virage qu'on prévoyait faire, un virage virtuel, mais nous, on s'était donné 3 ans pour le faire, on a dû le faire en 3 mois. C'est bon, ça a poussé dans le bon. Mais comme tu me disais, ça va dans les deux sens. C'est ce que tu me disais quand on parlait de ça, toi et moi. Je veux dire, ça t'a poussé, comme tu le dis, à faire plus de visioconférences. Mais maintenant, nos activités sont 100% en mode virtuel. Oui. Donc, moi, je développais beaucoup l'Europe. Maintenant, on le fait de façon virtuelle, donc c'est beaucoup plus accessible. Alors, oui, ça l'a eu... je suis consciente, il y a eu beaucoup de difficultés pour plusieurs entrepreneurs. Pour d'autres entreprises comme la nôtre, bien, pour nous, il y a eu des enjeux. Mais il y a un virage qui est intéressant, qu'on a accepté de prendre finalement, parce qu'on aurait pu baisser les bras aussi. Donc, des nouvelles façons de faire qui vont rester. Oui, je pense que oui. C'est un côté positif. Oui, je pense que les entreprises vont continuer à former leurs gens à distance après la crise. Oui. Puisqu'ils vont avoir des faits, des fausses croyances, hein, parce que les gens avaient peur au début, mais là, maintenant, ça va très bien. Avant d'aller dans le vif du sujet, soit, disons, la définition de la synergologie, de la gestuelle, du non-verbal, parfois, les changements de carrière se font de façon inattendue. Ça a été ton cas parce que présentement, tu es directrice et fondatrice de ton entreprise, l'Institut Vérum, qui veut dire vérité, oui. Depuis 2013. Mais tu as un parcours professionnel relevé. Toi, vraiment, ta première carrière, tu avais beaucoup de succès. Tu étais conseillère pour le Mouvement Desjardins et en première position quand tu as quitté. Moi, j'aimerais que tu nous parles de cette période de transition. Comment ça s'est fait? Parce que tout ça résulte d'une blessure à l'épaule. Oui, effectivement, tu es bien informé. En 2013, j'ai décidé de quitter le poste que j'occupais à l'époque et c'était un poste que j'appréciais énormément, des collègues que j'appréciais. Oui. Comme tu dis, oui, c'est un certain succès qui était intéressant. J'étais en développement des affaires pour un mouvement Desjardins, ce qui consistait à coacher environ peut-être entre 15 à 17 institutions financières pour l'atteinte de leur objectif et ça allait très bien. J'ai eu une déchirure, ce qui a fait qu'à l'époque, ce qui a fait que j'ai dû arrêter de travailler durant 6 mois. Et tu as fait ça comment? Pas en patin. Je m'en allais dire en farce, en jouant au hockey. Mais... Non, en patin, c'était une activité parascolaire. J'ai voulu éviter un enfant, j'ai passé par-dessus, puis je suis atterrie sur l'épaule, mais j'ai pas blessé l'enfant. Mais c'est une blessure que tu as aggravée par la suite. Mais en fin de compte... Ou qui perdurait, c'est ça, hein? Ben, je me suis blessée en février et j'ai pas voulu arrêter tout de suite parce qu'on est en début d'année. En début d'année, on lance les équipes à pouvoir atteindre leur objectif. Donc, j'ai attendu en mai. En mai, j'ai pas eu le choix parce qu'entre février et mai, j'ai eu 3 accidents de voiture. Mais pas des gros accidents, mais assez pour aggraver la situation. Donc, 2 fois, j'ai eu des autos qui m'ont rentré dedans et 1 fois, c'est moi. Mais Linda, et là, j'ai dû arrêter. Quand tu as fait ta transition de carrière, tu as sûrement repensé à tes 3 accidents. As-tu interprété ça comme des signes qui te poussaient dans une direction, quoi? Ben écoute, ça peut être pris de cette façon-là, parce que moi, je résistais, je voulais pas quitter, mais en même temps, il y avait une grande partie de moi qui m'appelait à vouloir faire autre chose, mais pas 100% autre chose. Ce que je faisais, d'accompagner les gens vers une transformation, faire une augmentation, une amélioration de service, finalement, parce que c'est comme ça qu'on performe, hein, quand on offre un meilleur service. Je voulais le faire, mais différemment. Et quand j'ai vu que je continuais à avoir du succès malgré mon absence, je me suis dit probablement que je fais quelque chose de bien parce que
quand on n'est pas derrière nos équipes pour les motiver, donner des cadeaux, puis qui performent aussi bien, ben, ça nous amène à se poser des questions. Un détail intéressant, quand tu as quitté, on voit que ce n'est pas une question d'argent, quand tu as quitté, tu es encore en première position. Oui, oui. Et tu enseignais, je veux dire, comme tu me le disais, moi j'ai bien aimé cette expression-là, le savoir-être avant le savoir-faire. Exact. Et c'est ce qui t'a beaucoup influencé après fonder l'Institut. Ben, c'est exactement ça, c'est que je voulais continuer à faire ce que je faisais, mais sans nécessairement parler de produit, parce que j'étais quand même associée à un produit en accompagnement pour les institutions financières. Alors, j'ai quitté l'entreprise et j'ai eu la chance que mon employeur est devenu un de mes clients. Donc ça m'a grandement aidé à poursuivre mes activités. Et maintenant, ben, depuis 2013, ben, on parcourt aussi l'Europe, on enseigne un peu partout et on continue à accompagner des gens dans le savoir-être davantage que le savoir-faire, parce que le savoir-faire, les entreprises le savent, ils connaissent leurs produits. Savoir-être, je ne sais pas qu'on ne le sait pas, mais des fois de développer... Pouvoir améliorer, se donner, comme tu le dis si bien avec ton expression, soft skills. Oui, c'est des compétences molles, mais c'est des compétences qui font toute la différence. Et la communication non verbale, décrypter le langage non verbal, c'est une partie importante du savoir-être parce que ça nous permet de comprendre davantage l'autre, de comprendre quand la personne est inconfortable. Donc, ça nous permet d'avoir plus d'empathie, de rétablir la situation. Ça nous permet de voir quand la personne devient nerveuse, bien, ça nous amène encore une fois à ralentir le beat, à réagir différemment. Donc, c'est ça que j'enseigne. J'enseigne aux gens à observer le corps pour mieux comprendre, mieux interagir et finalement mieux servir. On va y aller maintenant avec le vif du sujet, la définition de la synergologie et du non-verbal en quelques phrases, c'est quoi? Et on peut se permettre aussi de préciser, parce qu'il y a synergologie, non-verbal, la gestuelle, et on peut dire aussi, ça c'est une expression que j'ai comme concoctée, le ressenti physique. Mais c'est quoi la synergologie? En fin de compte, c'est l'étude du langage corporel qui permet d'appréhender un peu l'état d'esprit. Okay? Donc, quand on regarde un corps, contrairement à ce qu'on croit, on pense qu'on est capable de contrôler tous nos gestes. Malheureusement ou heureusement, c'est pas le cas. Okay? Donc, quand on observe le corps, on est capable de comprendre l'état émotionnel. Est-ce que la personne, dans quel état il est en ce moment? Donc, c'est ça le langage corporel. Il y a la communication, bon, on entend communication verbale, langage corporel, synergologie, mais l'ensemble de tout ça, le point commun, tout ça, c'est de comprendre, de mieux comprendre l'autre à travers la communication non verbale qui est majoritairement mi-consciente à inconsciente. Ben, on parle d'inconscient, on va parler de subconscient parce que tu m'as raconté une anecdote, j'aimerais bien que tu la relates, afin de démontrer la force et l'influence indéniable du subconscient. J'aimerais bien que tu nous relates justement cet exemple donné dans ta formation. Tu suggères une idée sur une vidéo où il n'y avait pas de volume. Disant que cette femme racontait supposément un événement difficile. Je vais te laisser raconter le restant parce que ça, c'est vraiment fort de sens. Oui, c'est un beau punch qu'on révèle, mais en même temps, ça va permettre aux gens de comprendre l'importance de l'induction. Dans cette pratique-là, ce que je fais, c'est que je présente une vidéo et je dis aux gens que la dame parle d'un événement malheureux. Et là, les étudiants, ce qu'ils font, c'est qu'ils cherchent à repérer dans l'état émotionnel, dans la posture, dans le visuel, tout ce qui pourrait être en lien avec un état émotionnel négatif. Et quand l'analyse est terminée, je refais jouer la vidéo avec du volume et là, les gens réalisent que la dame parle du bonheur. Et là, ils comprennent pas, ils disent, ben pourtant, et ça va loin, là, Sylvie, parce que, écoute, la dame, elle fait ça ici, ce qui est une micro-caresse sur la joue, et pour l'ensemble des gens, ils croient que la dame essuie une larme. Ah, wow! C'est vraiment fou. Parce qu'ils sont programmés dans leur subconscient à avoir de la tristesse, identifient le geste à une larme. C'est fort, ça. En fin de compte, dans une seconde, on peut décrypter 17 lectures dans un visage en une seconde. Donc, vous comprenez qu'il y en a qu'on laisse aller. Donc, on va repérer chez les gens ce qui fait du sens avec notre pensée. De là, c'est très important d'avoir une pensée qui est plutôt pure, plutôt neutre quand on observe un individu, parce que c'est la même chose qu'on fait dans la réalité. Si on part dans un rendez-vous et on dit à la personne elle ne sera pas contente, mais on va repérer des indices négatifs, alors qu'on pourrait très bien repérer des indices positifs, et là, on interprète. Mais comme on le disait, toi et moi, avant l'émission, on parlait du regard qu'on porte sur les gens qui nous entourent. Et si tu as une idée préconçue que les gens sont tous mauvais, ben, tu vas toujours trouver des signes
pour prouver qu'ils sont mauvais. Tout à fait. Dans tes formations données aux entreprises, ça comporte combien de volets et c'est quoi qui se passe dans ces formations-là? Bien, il y a plusieurs types de formations. Il y a des ateliers, il y a des formations, il y a des masterclass. Il y a une masterclass qui est tout à fait nouvelle, là, qui va sortir en début d'année, où j'accompagne les gens à voir exactement la même chose que ce que moi je vois. J'ai pas de chasse gardée, je partage tout ce que je sais et mon grand bonheur, c'est quand je vois des gens qui, avec le temps, arrivent à voir des choses que moi-même, j'aurais pas vues, puis ça l'arrive. J'ai des enseignants, je me suis en Granby, qui me démontraient une vidéo, j'avais absolument pas vu certains détails que lui avait perçus. C'est bien ça. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors, j'apprends aux gens à percevoir, à mieux lire, chasser les idées préconçues. Oui. Mieux lire. Dont nous souffrons tous, à un moment donné ou l'autre, peut-être selon ce qu'on a vécu. On va parler un petit peu des textos avec toi. Des textos? Les textos qu'on s'envoie qui sont dénués. Oui. Tu l'as si bien dit sur ton Facebook, dénués d'intonation et de non-verbal. Oui. Et ça, c'est source parfois de mésentente entre les gens. Oui. Bien, reposons la situation sur une étude qui a été faite il y a longtemps, dans les années 60. Albert Méridien avait fait une étude et il disait que on peut transmettre notre émotion à raison de juste 7% à travers les mots, 38% à travers l'intonation, 55% à travers du visuel. Ça, c'est pour quelqu'un qui sait écrire comme il le faut. Non, mais c'est vrai, tu as plusieurs gens que le vocabulaire est limité. C'est difficile d'exprimer une idée. Mais l'idée, c'était pas fait sur les textos, mais juste pour donner une idée d'ensemble, pour comprendre que le plus important de ton message, l'impact que tu as sur l'autre, c'est à travers le non-verbal. OK? Donc, la phrase peut avoir deux sens complètement opposés. Okay. Selon la façon que tu vas l'interpréter avec l'intonation puis ce que tu vois chez les gens. Alors, en texto, ben, tu as juste les mots. Si moi, je pense que tu es fâché, je vais y mettre dans ma tête une intonation négative. Donc, de là, moi, je dis utilisez les émoticônes, utilisez les petits bonhommes sourires pour donner le ton à votre message. C'est vrai, ça, n'est-ce pas? Absolument. J'ai l'habitude de demander aux gens qui ont réussi quelque chose dans la vie, que ce soit une entreprise ou autre, quelle est leur plus grande fierté. Mais moi, je vais te suggérer une idée. La petite fille de Joliette a connu du succès jusqu'à donner des cours à Paris. Est-ce que cet épisode demeure pour toi, du moins symboliquement, un point culminant, un moment fort de cette belle aventure et cette belle réussite? Oui. Vraiment, définitivement, d'aller enseigner à l'étranger, surtout pour une petite fille peureuse comme moi, parce que j'étais une petite fille très peureuse, Tébi, je ne sais pas si tu savais, mais c'est un peu l'objectif d'aller enseigner ailleurs. Peureuse dans le sens timide? Ben, j'étais timide enfant, j'étais très timide. Des fois en conférence, je montre des photos, c'est incroyable. Mais il y avait aussi la peur de l'autre, hein, la peur de la peur d'être jugé, peut-être? Non, la peur vraiment des agressions, les gens pas gentils et tout ça. Ouais. Ça faisait partie de la peur de la petite fille que j'étais. C'est de là que j'ai commencé à observer davantage le langage corporel. Je m'excuse pour pouvoir mieux comprendre l'autre. Donc, d'aller jusqu'à enseigner, je suis partie pendant 2 ans, presque à tous les mois, j'allais donner une classe. Paris, Lyon, Toulouse, Lille, Rouen, un peu partout. Ça, c'est très stimulant, parce que je pense que tu es tombée en amour avec Paris. Mais ça m'a permis, en même temps, d'exporter mon savoir là-bas, de découvrir une nouvelle culture, de pouvoir valider ce que ça se passe pareil sur un autre continent, mais aussi de traverser cette part-là de petite fille que j'étais. À voyager seule, à se promener à travers les villes de la France. La France qui sont mes origines, puisque ma mère est née en France. Au début de Vérum, l'assurance personnelle d'une longue expérience, est-ce que pour toi ça dissipait certains doutes par rapport à un succès escompté? Est-ce que ta longue expérience du mouvement Desjardins, quand tu t'es lancé dans Vérum, faisait en sorte que tu n'avais comme aucun doute? Malgré ta grande volonté. J'ai réalisé que j'ai pris un grand risque l'année d'après. Sur le coup, j'étais vraiment portée par cette volonté de vouloir réussir, de vouloir transmettre. Oui. Mais je ne m'assoyais pas du tout sur l'expertise que... je m'assoyais pas... Je pensais pas que le succès ou celui que j'appréhendais, que je souhaitais, était dépendant du succès que j'avais avec mon emploi. Tu recommençais à zéro. Oui, mais je savais que je faisais quelque chose de bien parce que les équipes performaient, puis au-delà de mes attentes, puis j'utilisais les clés que je leur enseignais. Donc, je me disais, à partir de là, il y a un certain
un intérêt et un succès associé à ça. Mais je pensais pas que c'était le fait d'avoir réussi dans ma carrière qui allait faire que j'allais réussir. Donc, je suis une battante. Écoute, moi, je suis une workaholic, je l'avoue. Je travaille beaucoup, mais j'aime ce que je fais. Pas beaucoup, je travaille beaucoup plus que je bois. Ok, parfait. C'est parce que t'as pas le temps. J'aime bien le verre rouge, j'avoue. Bon. Mais je travaille beaucoup, mais j'aime ce que je fais. Donc, c'est pas, je me plains pas. Je vais te poser une question qui vient de moi à toi, parce que ça m'intrigue. Tu as connu beaucoup de succès en enseignant ce que tu dis être le savoir-être plutôt que le savoir-faire, mais tu semblais le faire de façon innée. Je veux dire, c'était en toi. C'était pas le mouvement Desjardins qui disait tu vas te concentrer sur le savoir-être en premier. Donc, tu avais ça en toi. Oui, parce l'observation de l'humain, disons. Ouais. Parce que les clés, ce que je devais enseigner, c'était la connaissance sur les produits et services qui étaient offerts aux membres. Et moi, je me disais, depuis des années qu'on offre ces services-là, donc les conseillers, les directeurs et tout ça connaissent ces produits-là. Donc, je vais leur donner des outils à côté. Et c'est ces outils à côté-là qui permettaient d'optimiser, en fin de compte, leurs résultats. Oui. Puis moi, c'était une quête depuis toujours. Je veux dire, de bien comprendre l'autre. Tu sais, je le disais tantôt, par le fait que j'étais une petite fille peureuse, j'avais tendance à observer. Oui. Puis quand j'ai connu le mot synergologie, j'ai plongé. J'ai fait 3 ans de formation en synergologie pour comprendre le langage corporel. J'ai étudié la programmation neurolinguistique jusqu'au niveau enseignant, encore une fois, pour décrypter mieux l'esprit humain. Je suis allée en France apprendre les types d'intelligence, tout ça parce que c'est un intérêt que j'ai de comprendre ce qui se passe dans la tête de l'autre pour mieux connecter puis appréhender son état d'esprit. C'est bien dit. Linda, maintenant, j'aimerais que tu donnes des conseils à ceux et celles qui veulent se lancer en entreprise. Évidemment, la persévérance, croire en soi, persévérer dans son idée, c'est l'idée première, mais quel conseil donnerais-tu aux jeunes personnes, ou peut-être moins jeunes, qui veulent se lancer dans une entreprise selon leur idée qu'ils ont en tête vraiment, qui se sentent convaincus, mais qu'est-ce que tu donnerais comme petit boost de plus? Se sentir, c'est peut-être pas suffisant. Le ressentir, moi je me souviens de 2008 à 2013, je l'avais en tête, je voulais partir. Mais comme tu l'as dit, j'avais un travail qui était intéressant et tout ça, ça me retenait. Mais c'était récurrent, ça revenait tout le temps dans ma tête. Donc quand ça revient tout le temps, mieux vaut vivre l'expérience. Puis moi je me suis posé la question, qu'est-ce que j'ai à gagner, mais qu'est-ce que j'ai à perdre à rester aussi? Et le qu'est-ce que j'ai à perdre, c'est lui qui a poussé davantage, qui m'a aidé à prendre la décision parce que je me suis dit, est-ce qu'à 80 ans, je vais avoir le regret de ne jamais avoir fait? Et c'est ça qui m'a poussé. Donc, il faut se poser des questions, mais il faut faire attention à qui on en parle parce que les paroles des gens peuvent nous contaminer. La discrétion est très importante. Oui, il faut faire attention. On appelle ça les énergies invisibles aussi. Moi, pour abonder dans le même sens que toi, le meilleur exemple, selon moi, démontrant l'impact du non-verbal et la relation, c'est la relation entre une personne qui souvent va être esseulée ou vieillissante avec son animal. Je veux dire, aucun mot, mais un échange affectif inconditionnel dans un non-verbal bien senti, où des besoins affectifs sont comblés. C'est l'exemple, selon moi, parfait d'une relation parfois beaucoup plus saine et durable qu'entre 2 humains où règne le mensonge. Je pense que la relation, exemple, d'un homme ou d'une femme avec son chien, c'est la preuve incontestable du non-verbal. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire... Tu sais, c'est moi qui analyse ton non-verbal. Oui, c'est ça. Il y avait une... Oui. Mais c'est parce que, tu sais, on ne peut pas parler de communication non verbale sans parler de mensonge. C'est presque indissociable. Les gens disent, je vais faire attention face à toi, etc. Mais le mensonge, là, je vais peut-être être dure avec les gens qui entendent, mais partez avec l'idée que le mensonge, c'est un manque d'espace de confiance. Okay. C'est sûr que ça verlope quand je dis ça. Les gens disent, non, tu es en train de me dire que parce que je ne crée pas un espace de confiance, l'autre personne me ment? Peut-être. Comprends? Donne-moi un exemple. Un exemple de tous les jours, mettons, entre un homme et une femme. Par exemple, avec un enfant. Si l'enfant a pris un chocolat et il sait qu'en disant à maman que j'ai pris un chocolat, il va avoir une punition, ça se peut qu'il ne le dise pas. Donc, tu dirais que ça manque de dialogue qui fait que ça entraîne un mensonge. S'il y a un espace de confiance suffisamment grande, ça va permettre à l'autre de pouvoir révéler. Et ça, souvent,
Tu sais, je dis pas, je veux pas dire que la personne qui ment, c'est de la faute de la personne qui reçoit le mensonge. Mais je dis qu'on a une part de responsabilité. Et si on veut prendre cette part de responsabilité-là, on grandit. Donc, on se dit, OK, si c'est ma faute à moi, comment je peux faire pour permettre à l'autre d'être moins dans le mensonge? Donc, et ça fait grandir, ça permet à des gens, à des leaders qui sont ici, à monter à un niveau supérieur. Parce que quand on réussit très bien professionnellement, c'est difficile d'augmenter le niveau. Mais c'est avec des aptitudes ce type d'attitude-là qui fait qu'on va se démarquer. Donc, prenons la responsabilité. Et là, peut-être que des gens vont dire, ben voyons donc, ça n'a pas de sens. Mais prenez le temps d'y réfléchir. Si on crée un espace de confiance, il y a moins de place au mensonge. C'est tellement vrai dans la plupart des situations. Comme tu es sage. Revenons maintenant à un autre sujet, soit la collaboration avec la police, parce que le lexique corporel n'est pas recevable en cours, mais il y a des collaborations qui se font. Et après ça, je vais te demander, est-ce qu'on peut battre le polygraphe? Mais parle-moi un peu des collaborations avec la police. Bien, les policiers, depuis de nombreuses années, vont utiliser les deux, le polygraphe et la communication non verbale. Parce que dans un interrogatoire, on est capable de voir là où il y a un malaise quand on pose une question. Donc, un policier qui est un enquêteur, qui doit poser des questions, va voir sur le corps à quel moment la personne se referme constamment. Et ça lui permet, ça lui permet pas de... La personne vient crisper à un certain moment, puis ça veut dire quelque chose. Et voilà. La communication non verbale ne vous révélera jamais le mensonge, ne vous dira jamais... C'est sûr qu'il y a un mensonge, mais il va vous dire à chaque fois que je pose telle question, il y a un malaise. Donc, ça permet à l'enquêteur de poser, d'aller plus loin dans la question. Donc, il voit le malaise arriver, la peur, l'ouverture, il voit des choses qui se passent chez l'individu. Ça lui permet de diriger son enquête, au même titre que le polygraphe va lui donner d'autres informations, mais tu as bien dit, hein, les deux ne sont pas recevables à la cour. Ce sont des outils. Des outils de travail. Est-ce qu'on peut battre le polygraphe? Parce que tu m'as parlé des sociopathes, des psychopathes. Il y a une raison pourquoi eux arrivent à déjouer la machine. Bien, c'est pas tout à fait qu'ils déjouent, mais dans la lecture, on peut dire. Ben, c'est ça, c'est juste que dans le fond, il n'y a pas de niveau de stress qui monte, donc le stress n'est pas lisible par le polygraphe. Le polygraphe analyse les émotions. Oui, exactement. Le stress qui va monter, l'augmentation du battement cardiaque, etc., la sudation, etc. Donc, c'est ce qui permet au polygraphe de dire, hop, là, il y a un grand stress. Alors que la personne qui n'a pas de ces émotions-là, n'a pas d'empathie, n'a pas ces émotions-là, ben, elle ne va pas ressentir le stress face à une question qui vient, parce que les questions, ils les connaissent d'avance. Donc, ils savent que là, la question va venir. Habituellement, ben, quand il y a un stress qui monte, le polygraphe va le détecter, mais encore une fois, ce n'est pas recevable à la cour. Ma chère Linda, nous allons prendre une petite pause. Je vous rappelle que nous sommes avec Linda Valade, fondatrice de l'Institut Vérum, et que vous écoutez Bâton Rouge live en référence avec le fameux restaurant de la Chenette qui est situé au 1400 rue Yves Blais. N'oubliez pas, c'est un restaurant de choix, le menu est complet. La salle à dîner était fermée présentement, mais il y a toujours des commandes à emporter, la livraison. Je vous donne le numéro de téléphone de ce fameux restaurant situé au 1400 rue Yves Blais, je vous le rappelle, dans le 450, c'est le 581-1888. Maintenant, vous êtes amateur de chasse et de pêche, l'endroit pour vous, c'est Performance Chasse et Pêche, une entreprise qui porte bien son nom, beaucoup d'expérience sur place. Ça fait déjà 23 ans que ce très beau magasin existe, une très bonne réputation. Quand on parle de chasse et de pêche, c'est tout simplement numéro 1 de la Rive-Nord. Allez voir François pour des conseils et des batteries, un chic type, le gérant et propriétaire. C'est au 303 Notre-Dame. Donc, Performance Chasse et Pêche, là où la passion se vit à chaque saison. Linda, à la blague, lors de notre toute première conversation, moi, je t'ai dit, un gars est bien mieux de calculer son affaire parce que tu vas être difficile à berner si on veut te mentir. Et moi, j'ai bien aimé ta réponse pleine d'humilité. Et ça, c'est apprécié, c'est noble. Tu as donné 2 affirmations à ce que je t'ai dit. Tu as dit, j'ai plus d'outils, mais je ne suis pas infaillible. Exactement. Et tu as dit par la suite, je ne suis pas de ceux et celles qui prétendent avoir la connaissance absolue dans son domaine. Donc, dans cette optique, nous allons nous amuser, ce qu'on appelle les questions rafales, et là, ça rime, les questions rafales du non-verbal. Des réponses courtes sur des situations que je te présente, et le classique, la question, le fameux nez. Oui. Quelqu'un qui se touche le nez spécialement lorsque questionné. Et là, tu as plusieurs conjoints et conjointes qui ont vécu ça lors du retour tardif
du conjoint, justement, tard le soir et regarder cette partie du corps pour voir si la personne touche son nez. Est-ce que c'est vrai et jusqu'à quel point, si tu me poses une question, j'ai quelque chose à te cacher, je vais me toucher le nez. C'est-tu vrai, ça? Le nez, souvent, on va le toucher quand il y a un malaise par rapport à la communication, à quelque chose qui se passe. Mais ce n'est pas nécessairement le mensonge. Et c'est sûr qu'il y a le nez de Pinocchio qui vient confirmer le mensonge et tout ça. Mais attention, ne sautez pas aux conclusions. Le nez n'est pas nécessairement toujours associé au mensonge. Okay. Puis avoir un malaise. Ça se peut que ça pique. Puis effectivement, ça c'est extrêmement important. Le non-verbal, ça se peut que j'ai un cheveu ici. Je suis pas en train de toucher mon nez. Je suis pas... Exactement, il peut y avoir j'aime ta chevelure. Mais il faut faire attention, il faut aller plus loin que ça. Si on veut décrypter comme il faut. Là, mais là, je sais que c'est rafale, donc j'arrête de parler. Non, c'est correct. Il nous reste du temps. Maintenant, le soupir, spécialement lors d'un souper, on peut parler, disons, d'une première date. Est-ce que c'est un signe éloquent? Jusqu'à quel point? Ça veut dire quoi, le soupir? Ah, c'est... Est-ce que c'est intéressant? Ah. Tu sais, il y a des choses qu'on sait lire, hein, naturellement. On n'a pas besoin de moi pour apprendre à les lire. On les connaît. Donc, un soupir, je vous dirais qu'habituellement, c'est pas très favorable. Un autre signe aussi, moi, qui me titille un petit peu, surtout pour quelqu'un, je pense, qui porte attention à ces détails-là, c'est tu t'adresses à quelqu'un, puis au début de la conversation, cette personne-là se croise les bras. Pour moi, ça, c'est la fermeture. C'est vraiment comme ça, mais dans la plupart des cas, qu'est-ce que tu me dirais à ce niveau-là? Faire attention encore. On ne peut pas décrypter en un seul item. Oui. Le croisement de bras, fermé, serré, le visage dur, là, ça peut ressembler à de la fermeture, surtout si je cache les mains. Oui. Si l'ambiance, comme tu dis si bien, c'est bien, s'il fait froid, c'est possible que je vais simplement me réchauffer. Mais un petit croisement de bras, comme j'ai en ce moment, c'est tout à fait confortable et ce n'est pas de la fermeture. Et même qu'en formation, les gens ont tendance à croiser les bras parce qu'ils vont se fermer à l'environnement et ils vont se dédier à la personne en avant. Donc, il faut faire attention aux constatations trop rapides. Oui. Maintenant, la démarche en révèle beaucoup, je crois. Oui. Est-ce que l'on peut donner la même interprétation à la gestuelle quand on parle de la position des jambes quand quelqu'un s'assoit devant nous? Absolument. Il y a beaucoup de postures au niveau des jambes. C'est un volet intéressant. Croisement de jambes, par exemple. Si, essayez de retenir à quel moment que ça bouge. Qu'est-ce que vous veniez de dire ou de quel regard vous aviez sur l'individu quand ça a bougé. Donc, si on me pose une question, que ça m'intéresse un peu moins de répondre et qu'au même moment, je croise la jambe à l'opposé de Stevie, il peut penser, dire, oh, peut-être que sa question-là, elle n'en avait pas envie. Donc, les croisements de jambes, l'ouverture des jambes, les jambes qui se referment serrées, évidemment, ça a une interprétation. Celle-là, tu vas l'aimer. On va continuer avec le nez. Imaginez une première rencontre, une première date, un homme et une femme qui se rencontrent au restaurant. L'homme se fait prendre le doigt dans le nez. La réponse A, est-ce un menteur? B, quelqu'un qui affiche un manque cruel de savoir-vivre? Ou C, un gars qui vient de perdre toutes ses chances? Je pense que j'irais que C. C'est bon. Donc, avec cette expertise éprouvée que tu possèdes, t'as déjà... C'est-tu déjà arrivé que tu as eu une rencontre professionnelle ou personnelle où la personne devant toi affiche un non-verbal qui inspire tellement peu que tu t'es retiré? Oui, c'est déjà arrivé. Tu sais, tu ressens pratiquement de malhonnêteté. Ça t'est arrivé, ça? Oui, professionnellement et personnellement, ça c'est sûr. Là. Oui, dans un partenariat. Ah oui? Oui, dans une situation de partenariat. Tu ressentais du mensonge ou... Mais je commençais mes études en synergologie, ça remonte quand même à presque 10 ans. Puis, j'avais une rencontre avec l'individu et au moment où il m'a dit, je lui ai posé la question, est-ce que notre... bon, c'était un site... est-ce que tout va être ouvert, l'information, est-ce que je vais avoir accès à tout? Et au même moment, faire une histoire courte, la personne a fait un pas derrière, a mis la main droite dans sa poche, m'a regardé de l'œil droit, puis il m'a dit, oui, il n'y a pas de problème, on va. Il y avait tout cet enchaînement-là. Et là, dans ma tête d'étudiante en synergologie, je me suis dit, main dans la poche, souvent, c'est quand on regarde l'information. Un pas derrière, c'est quand on se met en retrait. La main ici qui se présente, ça, c'est vraiment une barrière. Donc, on met un stop. Et là, il me regardait de l'œil droit. De l'œil droit, on est plus dans l'analyse. Là, je suis dans la mauvaise posture, là. Mais l'œil droit, c'est plus quand je tombe plus en analyse et tout ça. Ça avait fait un enchaînement désagréable et c'est venu confirmer. S'il y avait eu ça, j'aurais posé plus de questions après. Mais c'est venu confirmer le malaise qui habitait tout au long de la rencontre.
Donc, j'ai choisi de ne pas... de te retirer, de pas aller plus loin. Exactement, de ne pas poursuivre. Mais là, moi, je vais renchérir. Tu dis l'œil droit, mais je pense que c'est pas à 100%. Parce que tu vois ça, et Claude pourrait en parler tantôt, qui vient parler de sport avec nous, c'est un entraîneur qualifié en baseball. Le frappeur, parfois, va avoir une position avec sa tête par rapport qu'on a un œil plus fort que l'autre. Comme moi, mon œil droit, il est à seulement 50%. Donc, tu vas me voir plus souvent sur de la gauche. Oui, mais là, si tu vois, ça, on parle de contexte. Donc, oui. ça, c'est vraiment propre à toi. Il y a des gens qui sont sourds, ben c'est sûr qu'ils vont avoir tendance à bouger comme ça. Donc, c'est tout ça qu'il faut faire attention. On ne peut pas lire le non-verbal en disant, mais moi, j'ai lu dans un livre que ça veut dire ça. OK, mais quand je parle de l'œil droit, c'est tout simplement que si je suis face à vous, par exemple, vous me posez une question, je vous regarde de l'œil gauche, tout va bien, et là, vous me posez une question qui est un petit peu plus pointue, et là, je vais changer de posture. Comme quelqu'un qui ferait ça. Là, il réfléchit. Ah! T'as quoi, on se met. Tu vois, juste ça ici. Ouais. Le corps qui bascule vers l'arrière, la main au menton. Il n'y a rien de négatif. Il faut juste comprendre. Vous me posez une question, c'est un peu plus compliqué. Oui. Alors, je veux prendre un peu de recul, y réfléchir et revenir. Vous voyez? Mais il ne faut pas mettre de mal sur tous les items qu'on peut observer. C'est de comprendre. Ben, c'est comme tu le disais si bien tantôt, c'est de la façon qu'on regarde les choses et les gens. Oui. Je veux dire, ça nous permet de poser des questions. Si on a un réflexe préconçu, ça n'aide pas. Exactement. De plus en plus répandu plutôt comme une notion tangible et sérieuse, quel est l'avenir du non-verbal dans l'enseignement et dans nos mœurs? Mais je souhaite de tout cœur qu'on amène, qu'on offre des formations aux enfants pour améliorer la communication. Tu sais, les enfants en bas âge, je pense que ce serait une clé pour contrer l'intimidation. Oui. Le petit garçon dans le cours d'école qui marche comme ça, si on lui apprend que c'est une posture de vulnérabilité. Puis lui va se faire massacrer dans le cours d'école. On peut lui apprendre que cette posture-là, c'est une posture qui est beaucoup plus... Annie Cody en parle énormément, qui a fait un TEDx extraordinaire, qui est une des plus vues. Là, puis elle parle de la posture de pouvoir comme ça. Donc, je pense qu'on pourrait aider beaucoup au niveau des communications. Un autre classique, le regard fuyant. Oui. Ça va aussi selon avec qui tu parles et selon le sujet, évidemment. Et comme tu as si bien dit tantôt, il y a des limitations physiques. Il y a des gens qui ne peuvent pas se concentrer en te regardant dans les yeux. Donc, c'est pas nécessairement un menteur. Il y a beaucoup... Si on veut étudier la communication verbale... Sans mentir, ça peut être un manque de confiance en soi aussi. Ça peut être un manque de confiance en soi. Ça peut être parce que la personne a le besoin de couper le regard pour pouvoir se concentrer. Il peut y avoir plein de raisons. Donc, c'est pour ça qu'on ne prend jamais, mais jamais un seul item. On observe le corps et on pose des questions. Un bon décodeur, Stevie, là, c'est pas celui qui dit « j'ai vu et je sais ». Moi, non, je sais. Ça, c'est du charlatan. C'est charlatan, là. On tombe dans la doctrine. Exactement. Un bon décodeur communique librement. Il voit de l'incohérence entre le message verbal et non verbal et il pose des questions. Et là, il va arriver à mieux comprendre l'autre. C'est ça l'objectif. C'est pas de dire je sais parce que j'ai vu. Un autre exemple de la gestuelle, un classique, le pointage de doigts. Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Quelqu'un qui te parle, j'ai connu quelqu'un qui était dans mon entourage dernièrement. Cette personne-là te parle et te pointe continuellement du doigt. Ça reflète, selon moi, une grande autorité. Je vois ça un petit peu comme négatif quand c'est à outrance. Qu'est-ce que tu me dis là-dessus? Bien, l'index représente le jeu. Donc, effectivement, quand on met le doigt devant, c'est qu'on met notre opinion devant. L'opinion que j'ai sur l'autre, je pointe l'autre. Donc, c'est ma vision à moi par rapport à l'autre. Imposer aussi son point de vue. Oui, mais ça peut être fait dans la bonne façon de faire aussi. Il faut toujours doser. Comme mais regarde là-bas. Ben là, c'est pas pareil. C'est un geste qui détermine. C'est un geste quelqu'un qui parle toujours comme ça. Il me semble qu'à longue, ça vient... Mais si on s'en sert pour nous donner une direction, ça devient différent. Donc, c'est aidant. Dans l'interprétation de la gestuelle, est-ce qu'il y a une différence entre hommes et femmes? Pas beaucoup. Ah oui, ça me surprend. J'aurais pensé que oui, moi. Ah, ouais. Pas beaucoup. Mais on va voir, exemple, on parle homme-femme par rapport à la séduction, par exemple. Il y a des gestes qui sont plutôt féminins, d'autres plutôt masculins. Il y a des postures sur une chaise qui sont plutôt masculines que féminines. Par exemple, un homme va s'asseoir davantage les jambes écartées, mais il y a une question d'éducation dans tout ça aussi. C'est parce qu'il peut pas les fermer. Culturel. Oh. C'est incroyable. Mais tu comprends? Donc, il y a des postures qui sont plutôt masculines, d'autres qui sont plutôt féminines. OK. Est-ce qu'on peut aussi analyser la gestuelle et arriver à voir quelqu'un qui est introverti comparativement à un extraverti? Oui, mais oui, absolument.
Mais ça, on peut quelqu'un le qui est faire. extraverti va faire plus de gestes parce qu'il y en a qui ne parlent pas avec leurs mains, exemple. Mais l'extraverti, c'est celui qui se stimule en présence des autres et l'introverti, c'est celui qui se stimule plutôt à l'interne par rapport à lui. Okay. Donc, l'extraverti va aller naturellement, c'est pour ça qu'on dit tout le temps que l'extraverti bouge plus, mais il va plus vers les autres. T'sais, les gestes vont vers les autres, alors que la personne qui est plutôt introvertie va avoir peut-être plus des gestes en sa direction vers lui. Ou, Je te pose une question par rapport encore à la communication entre deux individus. C'est quoi le pourcentage du non-verbal versus le verbe? Si on peut se ramener à l'étude que je parlais tantôt d'Albert Méridien, mais vous savez, bon, il y a des gens qui vont la contester parce que ça date des années 60, donc on dit 7% au mot, 38% à l'intonation, 55% au verbal. Mais si on prend plusieurs études, on arrive à peu près toujours au même chiffre, c'est-à-dire que la communication non verbale, c'est celle qui va laisser la marque. C'est pas ce que vous dites que les gens vont retenir, c'est comment ils se sont sentis par rapport à vous. Donc, quel regard vous aviez sur eux, quelle posture. Est-ce que vous étiez comme ça tout le long de la rencontre ou vous étiez dans l'ouverture? Exact. Comprends? Donc, l'impact, c'est vraiment ce qui est visible chez l'autre, beaucoup plus que c'est le verbe qui va avoir été utilisé. Je te trouve de plus en plus sage. Dernière question, ma chère Linda. Le côté incontestable du non-verbal va très loin. Si l'on ment, la pupille se dilate. Est-ce que c'est vrai? C'est pas tout à fait ça. En fin de compte, c'est quand il y a un grand... C'est parce qu'on associe mensonge à stress. Il n'y a pas d'item de mensonge. Je suis désolée de vous décevoir, mais il y a beaucoup d'items de stress. Et quand on ment, on devient stressé. Habituellement, parce qu'on vit sur une planète où le stress, le mensonge n'est pas bien vu. C'est ça. Alors, quand on stresse, la pupille se rétracte. OK? Alors que quand on est bien, la pupille se dilate. Mais attention, si vous m'envoyez une lumière dans les yeux, possible que ma pupille va se dilater aussi. Vous comprenez? Moi, je vais souligner ton passage comme on le fait souvent ici. On donne un petit cadeau, c'est souvent un livre. J'ai ça pour toi et j'espère que tu ne l'as pas. Fait que vas-y, regarde c'est quoi. C'est un livre. Ah, mais bon, ça. C'est 500... Tu l'as pas? Bon, ben tant mieux, j'ai réussi mon Bravo, coup. On va le montrer à l'écran. Absolument. C'est 500 postures de la personne qui vont traduire des émotions. Fait que tant mieux, c'est un plus dans ta collection avec ton oui, petit chou. Absolument. Un beau cadeau, merci. En bon français, si tu veux plugger ton entreprise, si quelqu'un est intéressé à faire affaire avec toi, c'est le temps. Tu veux donner ton Facebook ou ton adresse, et ainsi de suite. Tout simplement, venez me voir sur mon site. Donc, www.verum, pour vérité, tu l'as bien dit, donc www.verum.ca. Mon nom, Linda Valade, chaîne YouTube, c'est Facebook, mais je suis beaucoup plus présente sur LinkedIn, mais sur le site, je pense que là, à partir de là, sur le site, on se manque pas. Ben moi, je te souhaite une belle année, un beau Noël malgré tout. Je sais que tu vas passer ça un petit peu en famille. Longue vie à cette science que tu aides à faire brillamment connaître. Comme je te dis, longue vie à ton entreprise et joyeux temps des fêtes. Et ce que je te souhaite, c'est qu'il y ait de plus en plus la place qui revient au non-verbal dans l'enseignement, spécialement pour les jeunes. Tiens. Merci. Merci à toi. Merci Linda, ça fut fort intéressant. Merci à toi. OK. À la prochaine. À la prochaine. Maintenant, sur une note un petit peu plus sérieuse, vous allez être traité avec beaucoup d'écoute et de compréhension. Si vous vivez une infestation, vous aurez compris ici qu'on parle de débit. La solution, c'est Rive-Nord Extermination. Et comme vous le savez, pour certaines familles, c'est un véritable drame. C'est très important d'appeler parce que, comme vous le savez également, plus vous attendez, plus le problème va s'aggraver. Donc, la solution, c'est Rive-Nord Extermination. 35 ans d'expérience, une entreprise familiale très sérieuse. Un service personnalisé. Donc, je vous donne le numéro de téléphone de la solution dans le 450, qui est le 582-6706. N'oubliez pas les 3 mots magiques. Comment ça va? Vous allez prouver que vous êtes un vrai ami. Appelez un ami. Vous allez semer un brin d'optimisme et de joie. Et dans ce reconfinement, je pense que le mot est de mise. C'est le temps d'appeler vos amis et votre famille. Comment ça va? Ça coûte pas cher. C'est vraiment 3 beaux mots qui vont faire beaucoup de plaisir. Et également, ici, avec beaucoup de fierté, je vais vous parler de notre nouveau partenaire que nous accueillons dans nos rangs, soit Metroplus Fogarty, qui appartient à Peter du même nom, un chic type que je salue, à qui nous souhaitons également une bonne année. C'est situé au 40 rue Émile Despins, dans le carrefour de Charlemagne. On peut dire Repentigny, puisque c'est connexe. Metro Fogarty aime offrir ce qu'il y a de meilleur à votre table. Qualité, service et choix, comme il se doit. Maintenant, notre deuxième invité,
que je suis bien fier de recevoir aujourd'hui parce que nous allons parler de sport pour toute l'année puisqu'une nouvelle émission va bientôt commencer à la mi-janvier que je vais co-animer avec mon cher ami Claude. 2020 aura été une année plus que mémorable sur la scène sportive professionnelle et pour bien la résumer avec de l'orange et du citron et quelques mentions honorables, nous recevons notre spécialiste de la scène sportive, celui qui dort en rêvant de sport, Claude Gravel. Bonjour Claude, comment vas-tu? Salut Stevie, ça va bien? Claude, on a vécu une année de fou, ça faut le dire. Si tu avais à résumer 2020 en quelques termes, tu dirais quoi? Oh, ok, ben, l'histoire de la COVID a tout chambardé, évidemment. Là, je te dirais rocambolesque, en un mot. C'est fou. Oh, oui, c'est fou. On ne vivra pas ça. Non, ça va être... ben, avec l'histoire du vaccin qui est arrivé maintenant, là, je pense que ça va s'en aller tranquillement, puis ça va reprendre le cours normal. Mais je pense que l'année 2021 ne sera pas normale encore. Ah, c'est ce que je m'en allais te demander. Toi, tu demeures encore convaincu qu'on n'est pas sorti du bois, puis 2021 va être entaché par cette cochonnerie. Oh, ben, définitivement. Déjà là, on voit la Ligue nationale de hockey qui a raccourci, si tu veux, sa saison à 56 matchs. Déjà là, sauf que là, les séries vont être dans le bon timing, si tu veux. Oui, c'est ça. Mais ça va se rétablir seulement que l'année prochaine. Donc aujourd'hui, tu viens nous présenter tes prix Orange et Citron et quelques mentions honorables pour l'année 2020. Ce n'est que la partie 1, puisque la partie 2 aura lieu dans Friday Night Sports Machine, qui devrait commencer à la mi-janvier. Une émission qui va parler de sport, faire le résumé de la scène sportive de la semaine qui aura lieu le vendredi, une émission d'une demi-heure. Donc, je te passe la rondelle et je te laisse commencer. Je pense que tu commenmes avec le baseball. Bon, on peut commencer par le baseball. Comme tu veux. Oui, ben, j'aime bien le baseball. C'est mon sport favori. Ben, évidemment, moi aussi. Ben, en fait, est-ce que tu préfères qu'on commence par les oranges, un en arrière de l'autre? Comme tu veux. Vas-y, comme tu veux. Ben, en fait, moi, mon coup de cœur... Tu peux alterner. Ben, oui. Mon prix orange, là, de loin, dans le baseball majeur, c'est la présence du Québécois Abraham Taureau. J'aime ça. Parce que, je veux dire... avec les Astros de Houston. On n'avait plus de Québécois dans le baseball majeur avec le départ de Russell Martin. Ah, c'était le tout dernier. C'est vrai, ça. Je n'avais pas pensé à ça. Et puis, Abraham, c'est un bon kid que j'ai coaché contre lui, là, mais je l'ai un peu connu. Même dans les rangs mineurs? Ben non, en fait, je suis allé le voir en Floride, dans les camps d'entraînement au mois de mars, là, comme je fais souvent chaque année, sauf cette année. Là. Et puis, je l'ai rencontré là-bas, on a jasé, etc. Là. Mais je veux dire, je ne l'ai pas vu jouer dans les matchs mineurs. Par contre, j'ai vu jouer dans les camps d'entraînement des majeurs. Mais pour qu'un Québécois perce dans les majeurs, ça prend doublement du talent. Parce que, veut pas, il y a peut-être, comment je pourrais dire, moins de chances données aux Québécois qu'à un autre. Ben, c'est un petit peu moins vrai qu'avant, par contre. Ça l'a été longtemps. Oui, définitivement. Parce que il y avait aussi l'histoire des contrats. Parce que c'est compliqué dans le baseball majeur. Il y avait une limite de contrats extérieurs qu'ils appellent des outsiders. Puis il y avait une limite de ça. Puis les équipes se servaient de ça pour signer des latinos, là, parce que tout ce qui est cubain et République dominicaine, vénézuélien, ben, en fait, ils remplissaient cette liste-là, puis il ne restait pas de place pour des Canadiens sur cette liste-là. Et le suivant? Tu peux peut-être aller avec un citron? Oui, ben, je pourrais aller avec un citron. En fait, ce que j'avais fait, j'avais préparé comme équipe, joueur, orange citron. Fait que dans le fond, le prix orange par équipe, si tu veux. Dans la Ligue américaine, c'est les Rays de Tampa Bay. Ah, ben oui. Parce que, je veux dire... Comment faire beaucoup avec peu? Exact. Puis, je veux dire, cette organisation est quand même incroyable parce que tu te retrouves avec... comme les expos à l'époque, obligé d'échanger ses gros talents, et puis bien sûr, eux, ils gagnent année après année. Et puis le réseau de développement doit être incroyable, le réseau du scouting aussi doit être incroyable. Ben, en fait, il l'est parce que, je veux dire, année après année, je pense qu'à part une équipe, c'est la meilleure fiche des 10 dernières années. Oui. Dans la division la plus difficile du baseball. En plus, c'est ça qu'il faut souligner, ça c'est bien dit. Tu peux Et continuer. puis, ça, c'est dans la Ligue américaine. Dans la Ligue nationale, j'y vais avec... C'est sûr que les Dodgers ont gagné, mais tout le monde s'attendait à ce qu'ils gagnent. Oui, mais c'est une pression difficile. Exact. Parce que si tu perds, les gens vont te foudroyer. Ils vont dire, ben c'est ça, ils sont encore mais mon coup de cœur, mon prix orange, c'est les Marlins de la Floride. Personne ne les voyait là. Personne. Ouais, ils ont vécu la crise à plein en plus, parce que je pense qu'il y avait quelque chose comme 15 matchs de moins de jouer. Ils ont joué double par-dessus double. Hein. Ils ont joué 14 parties, 7 doubles. Et puis leur fiche est 10 victoires, 4 défaites
dans ces doubles-là. Ben, je pense qu'il y a du Don Mattingly derrière ça. Oh, oui, oui. Mais personne ne s'attendait, là. Je pense que c'est le premier à la oui. Personne ne s'attendait à les voir-là. Puis en plus, ils ont été pris avec, managés avec, je pense, c'est 18 cas de COVID en oui, début de saison. C'est incroyable. Ah, c'est fou. Vraiment, c'est mon C'est probablement l'équipe sportive en 2020 qui a été le plus affublée par la crise. Oui, exact. Et les Ravens. Oui, exact. Et puis, ça, c'est avec un mention honorable aux Blue Jays et aux A's d'Oakland. Oui. Parce que les Blue Jays, on voyait la jeunesse, mais il n'y avait pas de... Ça s'en vient. Oui, mais je veux dire, ils ont quand même fait les séries cette année avec l'édition de une ou deux équipes de plus. Mais ça s'en vient, les Jays, ça s'en vient. Ça. Il manque, je pense qu'il y a un ou deux lanceurs près de vraiment se battre avec... Ils se sont qualifiés pour les séries. C'était une première, je crois, depuis 2015. Oui. C'est ça. C'est déjà beaucoup. Et puis les A's d'Oakland, personne n'en parle. Ils finissent toujours premiers de leur section, année après année. Billy Beane fait un job incroyable. Et il ne paye pas. Exact. Mais il ne réussit pas à aller plus loin là, parce qu'il n'y a pas le payroll pour ça, malheureusement. Mais sérieusement, là, il fait un job incroyable. Ben oui. Fait que ça, c'est les prix orange et prix citron. Avec, les prix orange. Avec mention en arabe avec les Padres et les Braves. Okay. Parce que les Padres, on les voyait là, on les voyait s'en venir. Et les Braves aussi, mais en fait, les Braves sont... Les Braves, ce sont les lanceurs, c'est toujours la même recette. Mais en fait, les Braves, c'est depuis qu'Alex Antopoulos, le Québécois qui est rendu directeur gérant, on dirait qu'ils sont retournés où est-ce qu'ils étaient pendant des années. Il prouve beaucoup de choses, ce gars-là. Oui. Maintenant, on y va avec un petit peu de citron. Oui, dans le cas de la Ligue américaine, je vais avec les Red Sox. Qui était mon équipe favorite parce que mon garçon a joué pour l'organisation. Mais je comprends pas avec l'argent disponible et puis qui peuvent s'effondrer comme ça, j'en reviens pas. Ils ont joué pour 400. Ça n'a aucun sens. Mais il faut dire aussi que quand tu te fais prendre à tricher, ça peut aussi peut-être te toucher plus loin encore. Une suite logique. Oui, OK. Qui n'a pas touché les Astros, qui ont continué à gagner. C'est un compte, pas cette année. Oui. Cette année, les Astros n'étaient pas si pires. Non. Ah, ils ont bien commencé, mais se sont effondrés. C'est ma mention déshonorable. Oui. Ah ben oui, parce toute l'organisation, c'est vraiment ils n'ont pas joué pour 500. Déshonneur. Oui, exact. Mais ils n'ont pas joué pour 500. Il y a 29-31. Oui, au début, ça allait bien, c'est ça. Ça s'est effondré. Mais ça aurait été pire, probablement, s'ils avaient joué devant des spectateurs. Parce qu'il y a l'histoire de la COVID avec l'histoire de la tricherie. Ils l'ont échappé belle. Oui. Je pense qu'eux étaient contents de la COVID. Oui. Puis ils ont quand même eu une année ordinaire. Oui, c'est ça. Fait que dans le cas de la Ligue nationale, par contre, j'ai joué avec les Pirates en termes de prix citron. Les Pirates, on dirait qu'année après année, c'est la médiocrité constante. On dirait qu'ils ne sont pas capables de sortir de... Il y a eu un bout de temps quand Russell Martin a été ressorti. Ils ont réussi à faire les séries. C'est ça. Parce que partout où Russell va, ils font les séries. C'est pas un des plus beaux uniformes du baseball majeur, selon moi. Oui, c'est vrai. Le jaune et le noir. Mais on dirait qu'après le départ, ils ont remplacé Russell par Cervelli, l'ancien des Yankees. Puis on s'est retourné dans la médiocrité. On dirait que ils se battent toujours avec un payroll super bas, comme les Marlins en fait, mais ils ne sont pas capables de gagner. Ça. Et? Puis il y avait aussi mention déshonorable pour les Phillies, malgré qu'ils ont joué un petit peu en haut de 500, je crois, là, mais avec la présence de Bryce Harper, Zach Wheeler, puis Andrew McCutchen, des grosses signatures avec gros montants d'argent. Ils n'ont pas réussi à... On dirait que les grosses signatures apportent une pression sur certains joueurs. On pourrait en nommer plusieurs, disons, dans les 15 dernières années, qui ne produisent pas autant qu'espéré. Je pense que c'est la pression qui vient avec. Je veux dire, si tu signes à 30 millions par année, ça n'a pas de sens. Et souvent, tu signes à de tels salaires pour quitter ton organisation qui t'a donné une première chance. Et ça, c'est très contesté. Je te laisse quand Bryce avait signé avec les Phillies, les Nationals ont gagné la Série mondiale. Juste à dire quelle leçon! Oui. Est-ce que tu veux que je continue dans les prix citron ou tu veux... un dernier prix citron, après ça, on va aller avec la LNH. OK, c'est bon. En fait, les prix citron, OC Altuve. C'est drôle à dire, là, mais je veux dire... Celui qui se touche le micro. Oui, exactement. Tout le monde pensait que, tu sais, il a toujours bien performé, là, évidemment. Mais cette année, là, j'ai sorti juste des stats rapidement, là, 219 de moyenne, ce qui n'est pas habituel dans son cas, avec seulement 5 circuits et 18 points produits. Je dis ça, puis en série, il a attrapé la maladie de Chuck Knobloch et Steve Sachs, pas capable de lancer sur les buts.
Je dis, c'est quand même spécial. On appelle ça le retour du balancier. Ouais, ok. Lui, il l'a eu solide. Si tu veux qu'on parle un peu de la LNH, je vais t'en donner un ou deux prix orange pour commencer. Okay, je vais donner un prix orange à Gary Bettman, qui a réussi, c'est une très belle réussite avec ses bulles, parce qu'il n'y a eu aucun cas. Je pense seulement au début, avec les Blues de Saint-Louis, il y a eu 4 joueurs, mais c'est tout. Ça s'est bien déroulé malgré tous les doutes. Maintenant, envers le Canadien, qui a enfin délié les cordons de la bourse, on est porté à croire que c'est une décision de Marc Bergevin. Oui, il a signé de bons joueurs, des gars qui ont gagné ailleurs. Moi, j'aime bien amener des joueurs qui ont des bagues de la Coupe Stanley, mais c'est surtout Jeff Molson qui a décidé de payer. Moi, ce sont 2 prix orange pour cette année. Finalement. Oui, je te Parce laisse poursuivre. qu'il essaie de dormir quelque chose comme 8 ou 9 millions à chaque... C'est pas normal pour le Canadien de Montréal. C'est ça qui faisait que les gens questionnaient les choix, parce que t'as beau ne pas performer, mais t'as encore de la place sur ta masse salariale, là, puis beaucoup. Là. Mais là, il ne reste que 380 000. C'est trop tard. Là. Aujourd'hui, ils ont signé Michael Frolik. Ah, je ne savais pas, tu me l'apprends. Oui, ils ont signé ça. Ben, ça a été annoncé ce matin. Et la Ligue nationale a changé son règlement quand tu rentres en zone adverse. Oui, exactement. Le offside a été changé. Exactement. Ben, en fait, je trouvais ça un petit peu ridicule de prendre 8 minutes, 7 minutes, 8 minutes juste pour un hors-jeu. Moi, tant qu'à moi, la reprise vidéo devrait s'appliquer seulement sur les buts. Ben oui. Si tu veux y aller avec un petit prix orange. Oui, ben, au niveau des équipes, je vais y aller avec les Flyers de Philadelphie. Okay. Alain Vigneault et Michel Therrien. Oui. Parce que ça aussi, il n'y a pas beaucoup d'équipes, pas beaucoup de gens, je veux dire, qui les voyaient des contenders, là, vraiment des compétiteurs pour... ils ont été loin. Je pense que leur fiche est 41-28, qui est quand même plus qu'acceptable. On les voyait pas là. Et donc, ça, c'est mon prix orange par rapport aux équipes. Et puis une mention honorable aux Stars de Dallas pour leur série. Se rendre en finale. Exact. Pousser la finale à 6 matchs avec un gardien numéro 2. Exact. Et là, ils se retrouvent dans la même division pour les nouvelles divisions cette année que les finalistes Tampa Bay. Ça va être intéressant de les voir s'affronter 8, 9, 10 fois dans l'année. Et bien, prix orange pour ils vont se détester. Ouais. Puis au niveau individuel, ben, je vais avec Leon Draisaitl des Oilers parce que tout le monde parle de Connor McDavid, etc. Mais il y a quand même, tu sais, puis là tout le monde dit que McDavid fournit Draisaitl, mais Draisaitl, il y a 17 points de plus que McDavid. Puis c'est lui qui a remporté le championnat des compteurs. Donc, en fait, c'est un excellent joueur. Je vais t'en donner un prix orange, moi, pour cette année, le Lightning de Tampa Bay. Pas seulement pour avoir remporté la Coupe Stanley, mais surtout pour l'avoir remporté le gros trophée sans Steven Stamkos. Oui. Et le Lightning, tranquillement, se défait de cette réputation de choker, puisqu'il s'était fait éliminer en 4 l'année d'avant contre Columbus, et ça a été une bonne leçon. Je pense que c'est un exploit, parce que Steven Stamkos est un des rares marqueurs de 50 et même 60 buts. Et si tu remportes la Coupe Stanley sans un tel joueur qui est ton capitaine, c'est quelque chose. Un chapeau à Julien Brisebois, le DG, le Québécois, parce que, je veux dire, l'année d'avant, il avait été sorti en 4 matchs, je pense, par je ne sais pas par quelle équipe, là, mais en fait, il y avait, je pense que c'est les Blue Jackets, je ne suis pas certain, mais je pense que c'est les Blue Jackets en 4 matchs. Et puis, ils ont eu leur leçon parce que, je dis oui, il y avait la meilleure attaque de la Ligue nationale, mais il n'y avait pas une équipe, un tout, là, les joueurs physiques, là, ils ont réussi cette année à aller chercher le ballon, le bon ballon. Oui. Pour ça. Un équilibre. Nous allons prendre une pause, mon cher Claude. Je vais ici souligner la présence de 2 partenaires très importants depuis les tout débuts, soit Samoto, qui est situé au 1133 Notre-Dame. C'est un garage dont la réputation n'est plus à refaire, la confiance règne, le travail est bien fait, c'est le respect du client en premier. Beaucoup d'explications vous attendent et de longues années d'expérience également. Moi, j'aime bien dire que ce sont les tops de la mécanique. Samoto, au 1133 Notre-Dame. Et ainsi que Pixel, celui que l'on surnomme l'incontournable, le centre d'imagerie. Quand on parle d'imprimerie, de graphisme, c'est tout simplement le numéro 1 de la Rive-Nord. C'est situé en face de la Marinière, au 351 Notre-Dame à Repentigny. Un service varié, très professionnel vous attend. Le numéro de téléphone de Pixel, l'incontournable dans le 450, c'est le 654 99 44. Si tu veux poursuivre, mon cher Claude. On va y aller avec les prix Citron. Maintenant, dans la Ligue nationale, pour les équipes, je vais y aller avec les Maple Leafs. Oui, on joué pour 500, 36-34, mais les Maple Leafs, je veux dire, avec les Tavares, les Matthews, les Marner, les Barry, Mais quand tu sors un coach réputé comme ils l'ont fait, habituellement, c'est pas bon. Non.
Imagine, ils ont tous, évidemment, ils ont de la misère avec leur payroll justement par rapport à ça, mais je veux dire, même avec ces vedettes-là, ils réussissent pas à. Ils ont même pas fait les séries, ils sont pas qualifiés en fait. Tu sais, comme les Canadiens ont battu les Pingouins, eux, ils ont même pas réussi, ils se sont fait sortir par les Blue Jackets. Aurais-tu un autre citron dans la LNH? En fait, on va terminer avec la LNH. Oui, je vais y aller. Ben, en fait, c'est une combinaison au niveau des joueurs. C'est une combinaison de 3 joueurs, en fait. Okay. Puis tu vas trouver ça curieux parce qu'il y a des gros noms là-dedans. Oui. C'est un trio de gardiens de but. Okay. On parle le rating des gardiens de but sont sur 50 gardiens. Oui. Puis je vais te donner là 46, 48 et 49e position. OK, de gardiens pour les buts alloués. Pekka Rinne. Oui. Henrik Lundqvist. OK. Et puis Brian Oldby. Et ça coûte cher. C'est des gros noms. C'est tous des noms à 7, 8, 9 Puis là, on parle des pires gardiens de but de la Ligue nationale. Mais c'est peut-être une mauvaise année aussi. C'est peut-être des gens qui ont été un peu perturbés par la crise. C'est possible. Moi, je vais sortir un peu du hockey. Je vais piger dans un autre sport parce qu'on parle toujours de hockey ici. Je vais aller dans le basketball parce que chapeau à un joueur qui est souvent critiqué. Les gens attendent toujours un flop. Il a su relever un défi. C'est LeBron James, King James. Moi, je dis souvent que les meilleurs de tous les temps, c'est pas seulement une question de statistiques, c'est une question aussi de longévité ou l'influence sur les championnats. Et dans son cas, c'est une année difficile, c'est un athlète de premier plan. Ça a une saveur sentimentale cette année, ce championnat, puisqu'il y a eu le décès de Kobe Bryant. C'est 3 championnats dans 3 villes différentes. Et ça m'impressionne. Et j'ai l'impression que cette année, ils ont des chances encore de rééditer l'exploit. Partout où ils passent, ils gagnent, c'est pas compliqué. Là. Tu veux qu'on parle de la NFL? Oui, un petit peu. En fait, au niveau des... En terminant, nous sommes bousculés par le temps. Okay, c'est bon. Ben, le prix orange dans le cas des équipes, je vais y aller avec les Browns. Oui. C'est curieusement, là, sont 10-4. Tu sais, on parle toujours des Browns. Chauffe les Steelers. Il est médiocre, Browns. Ben oui. On peut plus dire ça maintenant. 10-4. Sont sur la bonne voie. Puis avec une mention honorable avec les Bills de Buffalo, qui sont 11-3. Ben moi, je t'en envoie une orange aussi. Mention honorable peut-être dans la NFL, les Jets qui ont signé leur première victoire ce week-end. Mais ça vient prouver une chose, ils ont battu les Rams, pas n'importe qui, et ça vient prouver aussi qu'il n'y a pas de tricherie. Ils font pas exprès de perdre pour avoir le premier choix au repêchage. Moi, j'ai bien aimé ce détail-là parce que tout le monde les soupçonnait de faire exprès. C'est pas eux qui ont congédié le coordonnateur. Et ça donnait l'impression, c'est ça, ils veulent s'arranger pour finir dernier, et on a vu que c'était pas vrai. Oui, c'est vrai. Ben en fait, c'était mon prix citron, les Jets. Ah oui? Oui. Ah ben c'est bon. Moi, c'est mon prix orange. Et puis, dans le cas des... Ben, il y a aussi une mention déshonorable. Là, en fait, du prix citron, c'est les Patriots. Parce qu'ils n'ont pas su gérer l'après-Brady, dans le fond. Oui. Et puis, c'est une des pires attaques. Ils ne jouent même pas pour 500. Ils sont 27e dans la ligue au niveau de l'attaque. Ah, certains parlent de retraite dans le cas de Cam Newton. Ouais. Fait que... Puis je pense qu'il y a 14 interceptions. Là. En fait, c'est le deuxième pire de la Ligue. En fait, c'est dégradé rapidement depuis sa saison MVP. Je crois que c'était 2015. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'en ai un citron dans la NFL. C'est le quart des Eagles de Carson Wentz qui se dit déçu ouvertement d'être le backup, d'être le réserviste quart arrière des Eagles. Et j'ai bien aimé le commentateur cette semaine, Rex Ryan, l'ancien entraîneur-chef des Bills de Buffalo, qui disait... T'es déçu, ne penses-tu pas, toi, que les Eagles ne sont pas déçus de t'avoir accordé un contrat de 100 millions et tu te retrouves sur la touche? En fait, au niveau des joueurs, c'était mon prix citron. Ça accorde bien. En fait, puis je voulais aussi ajouter au niveau des prix orange, Aaron Rodgers, qui ne semble pas vieillir. Non, c'est vrai. Puis il est encore le quarterback rating, il est encore numéro 1 ou 2 dans la ligue. 40 passes de toucher qui est numéro 1 dans la ligue. Vraiment impressionnant. Et puis il n'y a pas l'équipe. Et ils ont des chances. Oui. Sait-on jamais, au football, c'est un match à la fois. T'sais. Avec une mention honorable à Patrick Mahomes, qui est devenu mon favori. Là. Je sais que tu vas parler de bandwagon, tout le monde en parle dans le bandwagon des Chiefs, sauf qu'il fait la job. Il est vraiment bon. Ben moi, je vais terminer avec un prix orange pour un gars d'ici qui perce dans la NFL, même s'il ne joue pas cette année. C'est Laurent Duvernay-Tardif. Il a été vu à aider des gens âgés sur le terrain à Saint-Jean-Richelieu. Wow. Moi, il m'impressionne. C'est un docteur aussi. Vraiment, c'est un athlète qui nous représente, nous les Québécois, sur la scène globale. C'est vraiment mon prix orange de l'année, presque dans tous les sports. Tout a été dit sur... Moi, peut-être pas. Je vais peut-être t'apprendre un petit fait. Il est tellement bon dans tout qu'il aurait pêché, il n'y a pas tellement longtemps, un thon de 500 livres en voyage. Fait qu'il faut le faire. Moi, étant donné que c'est le temps des fêtes,
Il est sûr que tu n'étais pas pour venir à l'émission sans avoir un petit cadeau. T'es bien gentil. Il est emballé d'une façon bizarre parce qu'on est à l'écran. Tu n'as juste à l'ouvrir. OK. Et ça représente une équipe que tu aimes bien parce que c'est bien certain que j'étais pour te donner quelque chose qui a rapport au sport. Alors j'ai ça pour toi, qu'on pourra utiliser ensemble. Pour mettre une boisson alcoolisée, une boisson pour adultes, en fait. Ben oui, c'est ça. Des Red Sox de Boston. Ben oui. Puis je t'ai donné une espèce de relique. C'est un bâton avec une balle parce que toi, c'est ton sport préféré. Oui, oui, oui. Je veux te remercier de tes belles chroniques. Et je veux te dire qu'il y a une raison pourquoi tu es le co-animateur futur de Friday Night Sports Machine, c'est que je connais peu de gens qui suivent le sport comme toi. Quand je dis que tu dors en rêvant de sport, tu en manges, c'est vrai. Et tu as une longue expérience en baseball parce que, je veux dire, tu as joué senior, junior, tu as été joueur gérant. Tu as 3 championnats avec 2 équipes différentes dans le baseball junior élite. C'est pas tout le monde qui peut se vanter de ça. Et je suis bien heureux de faire équipe avec toi parce que tu es un chic type, le courant passe comme on dit. Je te souhaite une très belle année, pleine de sport et sans COVID. Merci beaucoup. Joyeuse fête, Stevie. Merci, mon cher Claude. Maintenant, je vais vous parler d'un endroit vraiment spécial. C'est le Centre de liquidation audio usagé. Pour faire un retour dans le temps, pensez qu'on est dans les années 80 ou en 1995. C'est l'endroit pour vous. On aime bien dire vintage. Il y a beaucoup d'équipements sur place, de qualité. Pour du résidentiel, le commercial, c'est surprenant ce que vous trouverez. C'est situé au 358 Notre-Dame, dans le complexe de la Marina de Repentigny. Si vous aimez les vieux systèmes de son, c'est vraiment l'endroit pour vous. Pour faire un retour dans le temps, c'est incomparable. Le numéro de téléphone aussi pour les réparations qui sont faites sur place, c'est le 450-654-6849. Un mot en terminant sur la zone vêtements de sport et classiques située au 148 Notre-Dame. Beaucoup de marques de choix au meilleur prix sur place. C'est un très beau magasin, très belle boutique. La zone vêtements de sport située au 148 Notre-Dame à Repentigny. On a bien hâte que des mots comme pandémie, confinement, distanciation s'effacent de notre vocabulaire. Une façon d'alléger le fardeau. N'oubliez pas les 3 mots magiques, comment ça va. Appelez un ami, appelez votre famille. Ça fait une différence, veut pas. Et parfois, il y a des gens avec lesquels ça vaut la peine de renouer, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Ça va prendre un effort collectif, travailler en équipe pour vaincre cette Moses de maladie qu'est la COVID. Maintenant, c'est l'heure des souhaits et des vœux en ce 23 décembre. Je voudrais dire merci à tous, tout simplement, de nous écouter. L'émission connaît un succès, mais c'est surtout grâce à vous qui regardez les émissions. Je remercie également ceux qui y participent, les chroniqueurs, les partenaires, sans qui vous, tout cela ne serait pas possible. Donc, je vous souhaite à tous, au nom de l'équipe, beaucoup de santé, de belles émissions. Nous avons vraiment de bons invités qui s'en viennent, et spécialement au mois de janvier. N'oubliez pas, à la mi-janvier, Friday Night Sports Machine, que je vais co-animer avec notre ami Claude. Donc, sur ce, je vous souhaite une année pleine de belles choses, de santé. À la prochaine en 2021.